Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement. Plus de 7 millions de logements mal isolés, 4 millions de personnes qui vivent dans des passoires énergétiques. Voici l'état du parc privé français. Le gouvernement, lui, a l'ambition de rénover l'ensemble des habitations d'ici 2050. Mais dans les faits, on est très loin du compte. Alors faut-il contraindre à la rénovation énergétique ? C'est la question du jour et pour tenter d'y répondre, je reçois aujourd'hui sur ce plateau Daniel Dubreuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'initiative Rénovons, membre du CLER, le réseau pour la transition énergétique. Et face à vous, Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, première organisation des professionnels de l'immobilier en France et en Europe. 45% de l'énergie consommée en France, 25% des émissions de gaz à effet de serre. Il est plus que temps d'agir sur la consommation énergétique des logements par la rénovation. Avant de rentrer dans le fond du débat, messieurs, sur faut-il contraindre à rénover ou pas, je vous propose ce petit reportage avec l'opérateur de terrain Solia qui travaille avec l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du programme Éco-Rénovons Paris. Solia est une association qui accompagne les copropriétaires éligibles à ce dispositif parisien. Regardez. Bonjour, Jean Pijard. Vous allez bien ? Alors on voit une copropriété qui est en cours de chantier de rénovation. C'est une rénovation globale, qui est une rénovation énergétique et qui fait aussi également l'entretien du bâtiment. Et donc le principe de cette rénovation globale, c'est donc d'isoler l'enveloppe du bâtiment pour réduire les besoins en consommation énergétique et après de compléter les besoins en termes d'énergie, de ventilation, etc. Ce projet coûte 1,5 million d'euros de TTC en rénovation globale. Le conseil syndical avait réfléchi déjà à un besoin de ravalement classique. Le paramètre énergétique est venu se greffer sur ce projet de ravalement. Ce qui nous a séduit et ce qui a été un facteur très très important, c'est l'aide financière. On se retrouve avec une subvention qui est égale à la moitié du coût total de l'opération. On va aller voir la cour. Ce sont les propriétaires privés qui décident de la rénovation. Donc je dirais qu'en pavillon, ça se fait relativement bien. Le système incitatif est intéressant, les propriétaires de pavillons rénovent facilement. Dès lors qu'on est en habitat collectif, on sera souvent en copropriété. Et là, il y a tout plein de complexités qui sont liées au statut même de la copropriété, des difficultés techniques liées au bâtiment, et après des questions plus d'ordre sociologique, juridique, qui peuvent amener à ce que ce soit compliqué à mettre en œuvre dans le temps et toujours compliqué à financer également. Donc c'est une des principales raisons de ce blocage. Alors, dans le reportage qu'on vient de voir, on est donc dans un accompagnement gratuit. On a un conseiller qui va aider les copropriétaires à monter un dossier, à obtenir les différentes subventions, dont c'était le cas ici, l'aide collective de la ville de Paris. Est-ce qu'on est là dans une situation idéale, Daniel Dubreuil ? Alors effectivement, je tiens d'abord à dire que Solia est membre de l'initiative Rénovons, membre fondateur de l'initiative Rénovons. Donc on est dans un cas idéal parce qu'on a une base d'aide nationale consolidée avec une base très volontariste d'aide municipale donc de la ville de Paris, dans un programme très volontariste. Et on a un accompagnement, donc là on voit Solia, mais il y a aussi toute l'ingénierie qui a derrière technique pour pouvoir réaliser ce genre de chantier très ambitieux. Qui permet donc d'arriver à un cas idéal avec un taux d'aide à 50%. Et ça doit être moyen, parce que si on prend les copropriétaires éligibles aux aides Habiter mieux, en gros de l'ANA, on va arriver à beaucoup plus, jusqu'à 80% de couverture. Et là, effectivement, donc on a visiblement un chantier qui se passe bien avec une réalisation qui risque d'être exemplaire. Et pourtant, il y en a très peu des projets de ce genre. Solia nous le rappelait tout à l'heure. Et en plus, ils sont occasionnés au moment d'une décision de ravalement qui, elle, intervient tous les 10 à 20 ans. Pourquoi si peu, Jean-Marc Torolion ? Parce que je pense qu'on s'est trompé sur le discours à tenir face aux copropriétaires. Je pense qu'on leur a tenu un discours, dans un premier temps, d'économie de charge. Et en réalité, si on ne tient que ce discours-là d'économie de charge, le retour sur investissement est en réalité extrêmement long. Et ça a été un discours unique, qui a été pas assez convaincant et qui n'était pas assez démonstratif. Je crois que il faut aborder la rénovation énergétique aussi sous l'angle du confort, ce qu'on oublie souvent, ce qui est rarement tenu, et il faut l'aborder également sous l'angle de la pérennité de son actif. Et là, ça pèse beaucoup mieux. Ce n'est pas tant
l'économie que l'on va faire dans un premier temps sur les charges qui va financer cette rénovation énergétique, plutôt que le fait qu'on va maintenir un bien ou bien sa valeur dans le temps. Et ça parle aussi aux gens qui sont âgés, ça parle aussi aux primo-accédants ou ceux qui viennent d'acheter, ça parle ça parle aux bailleurs, et ça permet aussi d'envisager la rénovation énergétique sous un angle plus complet. Confort, pérennité du capital et effectivement gain dans le fonctionnement. Alors je rappelle que la FNAI vous assurez donc la gestion de plus de 60% des lots de copropriété. Daniel Dubreuil, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Oui, en partie. Il est probable il faut dans le discours pouvoir faire émerger d'autres bénéfices. Qu'est-ce qui va faire qu'on va faire passer à l'action ? C'est certainement autre chose qu'une rentabilité économique pure en termes de gain d'économie d'énergie et de faire appel à d'autres drivers comme effectivement le confort, comme l'esthétique également, comme le bien-être de ses enfants ou son propre bien-être à soi et tout ce qui pourra faire... Alors est-ce qu'on ne communique pas déjà beaucoup trop sur l'esthétique et moins sur les questions de rénovation énergétique ? Alors la question c'est qu'on est quand même dans une impasse parce qu'actuellement on est... à moins d'avoir des combinaisons très solides et très verticalisées, on va dire, comme celle qui était l'exemple du reportage, on a des acteurs qui sont quand même face à beaucoup d'incertitudes, et notamment dans la qualité du résultat final. Et là, le problème, il est qu'on peut difficilement projeter des acteurs, on peut difficilement pousser au passage à l'acte dans des conditions, lorsque l'écosystème de rénovation énergétique des acteurs n'est pas tout à fait sain et ne permet pas de garantir un certain nombre de résultats. Que de crainte, alors que n'ayez pas peur des travaux, c'est ce qu'a lancé Nicolas Hulot au moment de l'annonce de son plan pour la rénovation des bâtiments, c'était en avril dernier à Angers, et pourtant les peurs sont là, il y a beaucoup de freins à la rénovation énergétique. Ceux qui sont identifiés, c'est le manque de visibilité et de lisibilité des aides disponibles, l'absence d'accompagnement pour mener à bien des projets, manque de repères pour identifier les prestataires adéquats. Et donc le gouvernement a lancé récemment un plan de 14 milliards d'euros, l'objectif rénovation de 500 000 logements par an, 150 000 aussi passoires thermiques par an. Jean-Marc Torolion, est-ce que c'est à la hauteur ce plan qui a été lancé ? Est-ce que les moyens qui ont été mis à disposition aussi vont faire décoller la rénovation énergétique ? Moi, je pense que oui. Et pourtant, vous voyez, ça montre en France comment on raisonne en silo et qu'on ne raisonne pas en termes de transversal et de compétences. Vous avez Nicolas Hulot qui, effectivement, déploie son plan. Moi, je l'ai lu sur la copropriété. C'est très intéressant. Vous l'avez lu ? Vous savez ce qu'on a oublié ? On a oublié les fonds de travaux. C'est-à-dire que quand je regarde financement des copropriétés, on ne parle pas de la mise en place des fonds de travaux qui datent de la loi ALUR, 5% des budgets épargne contrainte destinés à la rénovation énergétique. Et donc, ça montre aussi que il faut de la compétence partout, et ça montre aussi qu'on oublie que des centaines de milliers de copropriétaires sont en train de faire des efforts en mettant de côté chaque année 5% de leur budget de fonctionnement destiné justement à ces travaux de rénovation. 5% d'un budget de fonctionnement de la masse totale des charges de copropriété en France, ce sont des centaines de millions d'euros qui vont être mis chaque année de côté au profit de la rénovation énergétique. Et le paradoxe, c'est qu'on nous a donné les instruments, à nous syndics, dans le désordre. On nous a donné le diagnostic technique global, on nous a donné le fonds de prévoyance, et puis après on nous a donné l'audit énergétique ou le diagnostic collectif énergétique. Il nous appartient de remettre tout ça dans l'ordre, il nous appartient de mettre en place ces fonds de prévoyance, et à mon sens, il nous appartient, au regard de ces efforts qui sont faits, de prévoir une politique d'abondement. Soyons clairs, on ne pourra pas, pour les millions de logements concernés, financer sur fonds publics 50% du coût d'un ravalement. Déjà, si on arrive à financer sur fonds publics ou sous une forme d'aide 50% du surcoût lié à un ravalement comprenant une isolation thermique par l'extérieur, comme on a pu le faire à Grenoble avec l'opération Murmure, je crois que ça sera très bien. Et donc, il faut bien qu'il y ait une lecture de cet effort d'épargne qui est fait, et qu'à partir de cet effort d'épargne, il y ait un abondement intelligent pour récompenser les vertueux, c'est-à-dire ceux qui anticipent et qui se mettent en position d'autofinancer ou de financer une grande partie de ces travaux par ces fonds de prévoyance. Oui, alors justement, sur cette simplification des dispositifs d'aide, est-ce qu'on y est avec ce nouveau plan ?
Alors le plan l'annonce, mais n'en parle pas trop puisqu'il continue à donc manipuler les mêmes instruments. Donc ce qui est prévu au menu, c'est toujours les mêmes instruments que les précédents. Enfin, on n'a pas de, si, il y aurait d'ailleurs peut-être une évolution qui serait une évolution négative, c'est si jamais le gouvernement revenait sur la TVA à taux bas pour les travaux, ce qui a été annoncé récemment et ce qui diminuerait d'autant encore l'enveloppe consacrée au financement public de la rénovation énergétique. Sinon, on aura le crédit d'impôt transformé en prime. Donc, on aura donc la TVA 5,5, les certificats d'économie d'énergie. C'est bien ça, le crédit d'impôt transformé en prime ? Alors, le crédit d'impôt, le fait d'avoir une grosse enveloppe qui soit dédiée au soutien, une grosse enveloppe de finances publiques qui soit dédiée à la rénovation énergétique, c'est bien. La transformation en prime, elle comporte un risque qui est la diminution, en gros, du volume total, puisque, en gros, là, tant qu'on était en crédit d'impôt, on enregistrait l'État enregistre les factures et puis il paye tout ce qui lui arrive. Donc, quand on a une transformation en prime, le risque, c'est qu'on dise la prime, c'est tel montant par an, et ce qui est plus ou moins annoncé, puisque le crédit d'impôt, actuellement, c'était environ 2 milliards d'euros, et que là, le gouvernement annonce une prime capée à hauteur de 1 milliard d'euros par an. Une prime qui sera encaissée en début de travaux et non... Voilà, exactement. Alors, ça favorise la trésorerie. Ce problème, c'est que cet instrument budgétaire ou fiscal, en tout cas, il est surtout approprié par les ménages qui en ont le moins besoin. Tout le monde en a besoin, mais ceux qui en auraient le plus besoin n'en bénéficient pas. Ce qui avantage, en gros, le marché de la rénovation énergétique pour les ménages qui sont déjà bien positionnés dessus. Donc, ça répond que partiellement au problème, même si vu le nombre de difficultés, ça fait partie des signaux positifs que le gouvernement doit continuer à envoyer pour continuer d'alimenter la rénovation énergétique chez les gens qui sont déjà volontaires. Alors, ce que ce plan gouvernemental ne prévoit pas, on va dire clairement, c'est des obligations. C'est de contraindre, et c'est le thème de cette émission. Est-ce qu'il faut contraindre à la rénovation énergétique ? Vous voulez contraindre un copropriétaire dont la décision dépend d'une assemblée générale ? C'est-à-dire qu'il n'est pas maître de la décision ? C'est-à-dire que vous avez une collectivité qui doit prendre une décision de rénovation à une certaine majorité, qui peut estimer à un moment donné, pour des raisons financières, pour des raisons qui lui sont propres, de ne pas devoir la prendre. Et ensuite, on pénaliserait le copropriétaire qui n'est pas maître de la décision. Non, je crois que, à mon avis, la double peine en matière de copropriété, c'est une erreur et elle sera de surcroît très très mal vécue en réalité. Moi, je pense qu'il faut... Qu'est-ce que vous voulez dire par double peine ? Je m'explique. Quand vous êtes propriétaire de votre maison, vous prenez la décision de rénover, vous êtes seul à prendre cette décision. Elle ne dépend que de vous. Quand vous êtes copropriétaire, elle ne dépend pas de vous. Elle dépend d'une assemblée générale de copropriété. D'ailleurs, on a toute une discussion en ce moment dans le cadre de la réforme de la copropriété qui engage le gouvernement pour la loi Elan sur justement les bonnes majorités. Et avec d'ailleurs des débats très intéressants. Faut-il abaisser les majorités ? Faut-il faire attention à des quorums ? Faut-il mettre en difficulté les gens ? Voilà, c'est pas simple. Mais donc, encore une fois, le copropriétaire qui d'une part souhaiterait rénover et d'autre part qui est bloqué par une assemblée générale, et donc, c'est ça la double peine, serait donc finalement à titre personnel en subirait des conséquences sous forme d'une contrainte fiscale, ça n'a pas de sens. Et qu'en est-il des propriétaires bailleurs qui louent des passoires énergétiques ? Il ne faut pas les contraindre ? Mais les propriétaires bailleurs qui louent des passoires énergétiques sont des copropriétaires comme les autres. Ils sont dans une assemblée générale, ils sont dans une copropriété. La passoire énergétique est un terme que je refute. La poubelle énergétique, c'est une sémantique que je refuse. Parce que derrière, il y a un actif qui appartient à un Français qui l'habite et qui fait ce qu'il peut ou qui fait ce qu'il doit faire. Et on dit 7 millions de logements sur 35 millions de logements, et ensuite on stigmatise ce bien immobilier sans prendre en considération la personne qui est derrière. Voilà. Et donc derrière, vous avez un épargnant, vous avez un bailleur, vous avez une personne âgée, vous avez un primo-accédant, vous avez des gens qui ont les moyens, qui ont moins les moyens. Donc ce n'est pas en stigmatisant la passoire énergétique. En 2017, pour vous donner un ordre d'idée, 8% des transactions en France étaient F et G. 75% des acheteurs connaissaient le classement énergétique de leurs biens. C'est intéressant parce que je pense que ce chiffre-là, il aurait été très négligeable il y a seulement 5 ou 6 ans. Donc, il y a bien une progression globale de la connaissance de ces enjeux, une prise en compte des classements. Après, bien évidemment, tout dépend des marchés. Un marché en zone tendue, le classement énergétique, si vous voulez, passera après le fait de trouver un logement. Dans d'autres circonstances, notamment en matière de location, quand vous êtes en zone détendue, tout compte, y compris le classement. Et donc là, le propriétaire a beaucoup d'intérêt à le faire. Par conséquent, moi je dis,
Ne jetons pas l'anathème. Hein, vous êtes à Paris dans une ville-musée. Je serais curieux de savoir le classement et je serais curieux de savoir si on va faire beaucoup de rénovations énergétiques par l'extérieur. Je crois pas. Daniel Dubreuil, je pense que vous avez très envie de réagir. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on oublie tout le temps, c'est les locataires. En réalité, il n'y a aucun dispositif qui s'adresse aux locataires qui vise à les prémunir du fait d'habiter dans une passoire. Donc le terme passoire, il peut être contesté, et je l'accepte tout à fait. Là, il est posé sur la table pour faire réagir. Et évidemment, ça fonctionne. La question, c'est maintenant, est-ce qu'on se contente de réagir ou est-ce qu'on met en place un dispositif général et collectif qui va permettre, à terme, d'éliminer ce phénomène, c'est-à-dire de rénover des logements qui nuisent à leurs habitants, à leurs occupants, qu'ils soient propriétaires ou qu'ils soient locataires. La réalité, c'est l'effet que provoque l'état de vivre dans une passoire. C'est en termes de conséquences que ça... Il n'y a pas que Rénovons qui le dit, ou la Fondation Abbé Pierre qui le dit. C'est des études qui sont menées par EDF, c'est des choses qui sont constatées, qu'en termes d'impact sur la santé des occupants, en termes d'impact sur les phénomènes de surendettement, sur les phénomènes de privation, sur les phénomènes de moisissure qu'il peut y avoir dans les logements, c'est très grave. Donc ce n'est pas du tout un phénomène à sous-estimer. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur un propriétaire bailleur, il s'agit de faire prendre conscience pour ceux qui ont les moyens de rénover, à la fois pour leurs propriétaires et à la fois pour la gestion de leurs biens, dans une optique de gestion saine de leur bâtiment, de manière à ce qu'ils conservent des propriétés qui permettent de conserver sa valeur patrimoniale, il faut qu'ils agissent. Et pour les pouvoirs publics, dans ce qui concerne les gens qui n'ont pas les moyens de rénover, de mettre en place les dispositifs d'accompagnement et financier qui leur permettent de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est rentable pour la société que d'investir, y compris à 100%, dans la rénovation d'un logement privé, quand il s'agit d'un logement qui nuit à la santé de ses occupants. Alors justement, pour revenir à la question, sachant qu'il y a déjà beaucoup de contraintes, on les a citées pour rénover, est-ce qu'il faut contraindre à rénover ? Est-ce qu'il faut contraindre à rénover ? Alors, certainement qu'à terme, si on veut respecter, ou si le gouvernement veut respecter les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord de Paris notamment, ou la loi de transition énergétique, il faudra qu'il en passe par là. La réalité, c'est que probablement avant, il y a tout un tas de dispositifs de signaux, de communication, de dispositifs fiscaux, de nouveaux métiers d'accompagnement. Vous l'avez dit vous-même, vous avez rémunéré une conseillère de Solia pour faire assemblier d'aide. Voilà. C'est une très bonne idée. Ce genre de choses, il faut le faire. Et il faut le faire partout, sur tout le territoire. Ce genre d'initiative dans le secteur privé, on en voit plein. Que ce soit des choses qui viennent des innovations sociales, des innovations financières, on en trouve partout. L'État est globalement, je trouve, je peux partager ce constat, assez à la remorque, on va dire, de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Et aurait pu proposer un plan de rénovation qui soit bien plus... à jour par rapport à ce qui existe et qui encourage des choses qui font leur preuve sur le terrain, notamment les nouveaux métiers de l'accompagnement. Alors, même si ça n'a pas été clairement dit dans le plan, non, ça n'a pas été dit dans le plan tout simplement de rénovation des bâtiments, le 27 avril dernier sur RTL, Nicolas Hulot a rouvert la possibilité de créer un bonus-malus sur la fiscalité des bailleurs. Donc, on rappelle les bailleurs, c'est-à-dire les propriétaires qui louent leur logement. Ça n'a pas encore été tranché, mais il s'agit donc de taxer plus lourdement le propriétaire d'un logement dont les performances énergétiques sont jugées insuffisantes. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Trollion, de cette... C'est une forme d'incitation qu'il faudrait retenir pour être plus ambitieux ? Non, enfin, moi je suis viscéralement contre ce type de mesure. La contrainte, on l'a déjà connue et on sait ce que ça produit. Ça produit un surcoût pour les copropriétaires et les propriétaires. Pour une raison simple, vous avez un effet d'entonnoir lié à la contrainte. On l'a connu pour les ascenseurs. On avait des obligations de mise aux normes, alors que le parc privé était remarquablement entretenu. On sait qu'il y a eu des problèmes dans le parc social. On a fait une loi générale. Je pense qu'il y a quand même du bon lobbying aussi. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une inflation des prix d'ascenseurs, une inflation des coûts d'entretien, une inflation des contrats d'entretien. Et on n'a rien pu faire contre. Alors, il ne faut pas créer un effet d'entonnoir dans la rénovation énergétique au moment où, en réalité, la filière n'est pas prête, au moment où on est au début d'un process aussi d'innovation, y compris dans les techniques du bâtiment. Et je pense aussi, et je le dis, en matière notamment de double vitrage, en matière de typologie d'isolants par l'extérieur. Et il faut organiser cette filière du bâtiment. Il faut mener une politique incitative sur le plan fiscal, mais dans le bon sens du terme. Et on a pas mal d'idées là-dessus. Et il faut également, si vous voulez, que tous les acteurs, dont les syndics de copropriété, soient beaucoup mieux formés. Et d'ailleurs, je le dis aussi, et beaucoup mieux payés.
Et donc, c'est un des enjeux dont on va débattre en septembre avec le gouvernement. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez une rénovation énergétique aujourd'hui, un syndic de copropriété, je trouve qu'il n'a pas la culture de la rénovation énergétique. Nos syndics n'ont pas la culture. Et je vais créer à l'École supérieure de l'immobilier une filière spécifique qu'on a présentée d'ailleurs au ministère de la Transition énergétique pour que nos syndics de copropriété soient beaucoup plus capables de faire d'une interprétation des documents qui leur sont remis et soient capables d'une vraie restitution, soient capables de monter des dossiers, soient des animateurs de projets, des porteurs de projets. Moi, je discute avec le gouvernement pour dire finalement, pourquoi on n'aurait pas, pour les propriétaires qui s'engagent, les copropriétaires qui s'engagent, une capacité à amortir le surcoût lié à la rénovation énergétique sur une période de 10 ans. Parce que finalement, pour un bailleur, le coût des travaux sera entièrement déductible de ses revenus fonciers. Et s'il est déficitaire, ça sera en partie déductible de son revenu global et reporté. Mais pour un propriétaire, dont on sait que le retour sur investissement est relativement faible, dans un premier temps, hormis ce que j'ai évoqué sur confort et pérennité de l'actif. Et je crois que là aussi, c'est plus dans une approche incitative qu'il convient de se diriger, plutôt que dans une approche coercitive, dont on sait que finalement, encore une fois, les process de décision sont longs et tout ne dépend pas de l'individu. Daniel Dubreuil, justement, sur ce bonus-malus, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à conserver cette idée si on veut aller plus loin ? Est-ce que ce n'est pas une forme de contrainte à retenir ? En tout cas, c'est des choses qui doivent rester sur la table, à notre avis. Par contre, il faut quand même bien savoir de quoi on parle. Cette idée du bonus-malus, on la trouve dans la loi de transition énergétique, et elle s'appliquerait uniquement aux propriétaires bailleurs. Et même, y compris dans la loi de transition énergétique, dans son article 14, elle n'est mentionnée que sous forme d'une étude. C'est anticonstitutionnel. Effectivement, ça a été jugé comme une attaque au droit de propriété excessive lors des discussions de la loi de transition énergétique. Donc c'est revenu sous forme d'étude qui est en cours, qui est menée par l'inspection générale des finances, qui doit donc remettre d'ailleurs son étude là incessamment sous peu. La question elle est que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra que ça arrive et que probablement la solution qui sera mise sur la table, c'est plus quelque chose qui pensera de l'ordre du bonus que du malus. Parce que pour le bonus, on voit très bien ce que ça peut être, des exemptions de taxes au niveau local ou des diminutions d'impôts ou de taxes au moment de la mutation. Pour le malus, on a du mal à imaginer en réalité, et d'ailleurs ça n'a jamais été proposé. Le malus serait, on conserve l'existant, ce qui veut dire que ce qui se passe de manière tout à fait normale aujourd'hui serait considéré comme une punition. Voilà, donc au gros, le plus grand risque auquel on s'expose dans le cadre de ce dispositif, qui, je le répète, probablement n'aura pas lieu, mais dont il faut pouvoir se garder l'idée pour se projeter d'ici à 2025, comme c'est écrit dans les termes de la loi, c'est un risque très faible en réalité. Donc pas de contrainte finalement à l'horizon. Il n'y aura pas de contrainte à l'horizon. Par contre, il y a quelque chose qui était très intéressant qui a été dit par M. Torolion, c'était sur le fonds travaux. Le fonds travaux est une contrainte. Le fonds travaux est une contrainte pour la rénovation énergétique. On pourrait appliquer le même système pour les maisons individuelles. Et là, on aurait la constitution d'une épargne dédiée, indolore, qui pourrait servir également d'apport initial pour un emprunt futur qui rassurerait les banques, le jour où elles mettront des produits adaptés sur le marché pour financer la rénovation énergétique. Ça, c'est une vraie contrainte. C'est une contrainte qui est réelle, qui est passée, qui existe. Et donc, on peut utiliser la contrainte, puisque c'est déjà le cas. Merci à vous deux pour avoir apporté des éléments de réponse à ce débat. Nous allons maintenant passer aux réactions de la rédaction et du public. J'accueille Florence Roussel, la rédactrice en chef d'Actu Environnement. Florence, bonjour. Tu as suivi ce débat au sein du public. Est-ce que tu as envie de réagir face à ce qui a été dit ? Bonjour Monsieur Dubreuil, bonjour Monsieur Torolion. Bonjour. Effectivement, le débat a été très instructif et très riche. La conclusion principale, c'est que la contrainte, c'est pas pour maintenant. Il faut donc donner envie aux copropriétaires ou aux propriétaires de maisons de rénover. Mais aujourd'hui, les professionnels qui sont en face d'eux, au moment où ils achètent leurs biens, sont-ils prêts pour ça ? Sont-ils formés pour les aiguiller vers des travaux ? Daniel Dubreuil, vous voulez commencer par répondre ? Je ne peux que souscrire à ce qu'a dit M. Torolion, c'est-à-dire que quand on confie une nouvelle mission à des personnes, il faut pouvoir les former. Et donc ça, la base, c'est l'éducation et la formation. Est-ce que le plan de rénovation du gouvernement prévoit cette formation ?
Ou est-ce qu'on est encore à on va essayer volontairement? Vous avez parlé tout à l'heure de la création d'une formation pour les syndics, mais on est sur la base du volontariat. Est-ce qu'il y a quand même une impulsion au sein de la profession immobilière? On a vu il y a l'année dernière, donc juste avant le départ de Ségolène Royal, il y a eu une première impulsion comme ça qui a été faite, alors pas avec vous, mais avec Orpi, sur un programme volontaire. Le Green Deal. Le Green Deal, oui. Exactement, mais dont on n'a pas eu de nouvelles depuis, puisqu'évidemment ça a été fait dans les dernières semaines. Mais ce que vous dites est très intéressant et a priori c'est l'avenir. En gros, on va avoir des nouveaux métiers de conseil et d'orientation qui vont accompagner les familles et les ménages à prendre les bonnes décisions sans leur faire peur, en gros. Il y a une chose qu'on oublie à la Fédération nationale de l'immobilier, on a aussi la première chambre des diagnostiqueurs adhérente à la FNIM, la Chambre nationale des diagnostiqueurs de la FNIM qui dialogue directement avec le gouvernement. Et moi, j'ai créé une vraie transversalité en interne pour que ces diagnostiqueurs ne soient pas à part d'une réalité que constitue l'activité syndic, l'activité de gestion locative et l'activité de transaction. Lorsque nous allons créer cette filière de qualification, nous avons en réalité des financements. Il y a des financements pour accompagner toute une phase de formation des professionnels, dont les nôtres. À la question que vous posez, est-ce que finalement les professionnels sont suffisamment formés ou suffisamment sensibles à cette question? Moi, je vais vous répondre très directement non. Et je pense que tout l'enjeu de notre profession, justement, aujourd'hui, c'est de changer cela. Et le rôle d'un syndicat professionnel comme le nôtre, c'est de changer cela. Pour ça, si vous voulez, je mets en place des vraies filières de qualification. C'est-à-dire que demain, un agent immobilier dont le titre va être protégé au terme de la loi Elan, un administrateur de biens ou un syndic, devra justifier vis-à-vis de ses clients le fait qu'il ait suivi un parcours de qualification au regard de ces enjeux-là. Moi, je pense que alors là-dessus, moi, je suis convaincu. Parce que le diagnostic de performance énergétique, le DPE, c'est-à-dire le document que les nouveaux propriétaires ont entre les mains quand ils vont acheter ou quand ils viennent d'acheter, il a quand même une image très dégradée. Pourquoi il a une image très dégradée? Parce qu'apparemment, les diagnostiqueurs n'ont pas une formation uniforme. Il y a eu beaucoup de cas de fraude. Il y a eu des cas de fraude, voire de manipulation. Enfin, ça va jusqu'à la fraude, mais ça va aussi jusqu'à la manipulation. Du degré, on passe de D à F, allez hop, on change vite fait de catégorie. Il y a quand même un peu d'assainissement à faire dans ce monde du diagnostic. Il est largement en cours, je pense qu'il est largement en cours. Et la création de l'Observatoire des diagnostiqueurs vise justement à vérifier que les diagnostics qui seront publiés sont faits par des collaborateurs, enfin des gens qui sont certifiés, puisque la certification est individuelle. Donc, pardon, je vous en prie. Non, en fait, ce que vous dites est en partie vrai, mais c'est vrai pour tous les dispositifs. Donc la réalité, c'est qu'on ne peut pas demander plus au DPE que ce pourquoi il a été créé. On peut le rendre opposable quand même. Il faut voir, c'est en discussion, mais il faut voir si ça va aboutir. Donc, on l'espère, mais... il faut qu'il gagne en garantie. Il a été créé, cet outil, uniquement à titre informatif. Au départ, c'est un outil pédagogique, hein. Donc, ce n'est pas un outil qui a vocation à être une Formule 1 de l'audit énergétique. Mais pour ça, il y a des métiers spécialisés et qui dans le cas de grands volumes, rentrent en jeu. Ou quoi. Là, on a vraiment un outil informatif qui fait bien son travail. Reste que pour qu'il soit plus robuste ou plus fiable, il faut harmoniser quelques pratiques et quelques méthodes, mais il ne faut pas changer du tout au tout, parce que sinon on va perdre l'idée d'une lecture simple en gros de la performance, et qui doit être la première marche pour aller ensuite vers les travaux. Merci Jean-Marc Torolion, merci Daniel Dubreuil, merci Florence Roussel. C'était Faut-il contraindre à la rénovation énergétique des bâtiments? Dernière émission de la saison d'Actu Environnement. On se retrouve donc en septembre. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt et très bel été à vous.